Oui, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le contrôle de conventionnalité in abstracto et le contrôle de conventionnalité in concreto. C'est une orientation qui se dégage dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation. En voici un exemple d'un arrêt de la première chambre civile, mais c'est très important parce que c'est sans doute le même sort qui va se produire avec les barèmes Macron. Et c'est pour ça que je voudrais en parler aujourd'hui. Donc je prends le prétexte de cet arrêt de la première chambre civile pour vous dire ce que éventuellement la chambre sociale va peut-être juger à moins de créer une sorte de, vous voyez, de divergence au sein de la Cour de cassation, mais si la première chambre civile fait cette articulation entre le contrôle conventionnel in abstracto et contrôle conventionnel in concreto, il y a fort à penser que la chambre sociale fera de même lorsqu'elle sera amenée à statuer sur les barèmes Macron. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet arrêt donc du 2 décembre 2020? C'est une question de filiation, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique et que je ne suis pas sûr de tout à fait les maîtriser. Ce qui nous intéresse en fait c'est ce paragraphe-là, à partir du paragraphe 8. Ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que pour qu'il y ait un contrôle de conventionnalité, la première chose dont on doit s'assurer, c'est que les dispositions conventionnelles s'appliquent. Donc là, en l'occurrence, c'est l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme qui porte sur la vie privée. Et la première chose que nous dit la Cour de cassation, c'est que, eh bien, en matière de filiation, l'article 8, il est bien applicable. D'accord. Donc, ça, c'est la première condition indispensable. Et on nous dit bien que l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître sa filiation paternelle, c'est bien une atteinte à la vie privée. C'est donc bien une atteinte à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Et à partir de là, en fait, on va regarder deux choses. On va regarder d'abord est-ce que cette atteinte, d'un point de vue abstrait, elle est proportionnée au but poursuivi par la législation. Et dans un deuxième temps, on va regarder si, au cas d'espèce, vis-à-vis de cette personne en particulier, cette atteinte, elle était également proportionnée. Donc vous voyez bien qu'il y a deux contrôles qui se font, un contrôle abstrait au niveau de la loi, d'accord, et ensuite un deuxième, un contrôle concret au niveau de la personne en question. Alors, la première chose que nous dit la Cour de cassation dans ce paragraphe 10 et dans le paragraphe 11, c'est qu'il y a bien une atteinte. Et cette atteinte, alors déjà, elle est prévue par la loi, donc elle est accessible aux justiciables, pardon, et prévisible dans ses effets. Donc ça, c'est la première chose. Il faut bien que, pour qu'il y ait une atteinte, il faut que tout le monde puisse connaître cette atteinte. Il ne faut pas qu'on puisse la découvrir comme ça, après coup, au dernier moment. Deuxièmement, cette atteinte, elle poursuit un but légitime. C'est très important également, on ne peut pas porter atteinte à une liberté fondamentale si on ne recherche pas par ailleurs un but légitime. Et ce but légitime, là en l'occurrence, c'est de dire, au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans, on ne peut plus établir sa filiation pour protéger en fait le droit des tiers et pour protéger leur sécurité juridique. Donc il y a bien une atteinte, mais il y a bien cette atteinte, elle poursuit un but légitime et cette atteinte, en fait, en instaurant un délai de prescription qui est de 10 ans, bah, c'est une atteinte qui est tout à fait raisonnable. D'accord. Donc il n'y a pas une atteinte qui est disproportionnée et cette atteinte raisonnable, elle est bien en lien avec le but qui est poursuivi et c'est finalement quelque chose qui est un remède adéquat parce que vous voyez bien qu'il y a deux intérêts qui s'affrontent. D'un côté, l'enfant qui veut établir sa filiation paternelle et de l'autre, une famille qui n'a pas forcément envie de découvrir que il y a un enfant supplémentaire dans cette famille. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, la Cour de cassation, dans le premier temps de son raisonnement, nous dit il y a bien une atteinte à une liberté conventionnelle. Deuxièmement, cette atteinte, d'un point de vue abstrait, il n'y a pas de souci, elle est proportionnée au but poursuivi. D'accord. Ça, c'est le deuxième temps de son raisonnement. Et enfin, et c'est ça qui est intéressant, c'est le dernier paragraphe, le paragraphe 13. Cependant, il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit et le respect de la vie privée, etc. Et vous voyez bien que là, la Cour de cassation nous dit, on fait un contrôle in abstracto dans un premier temps, et ensuite, on fait un contrôle in concreto pour vérifier si, au cas d'espèce, il n'y a pas des circonstances particulières qui permettraient de considérer quand même
qu'il y a une atteinte à la liberté fondamentale. Et ce raisonnement-là, il apparaît dans un des arrêts de cour d'appel sur les barèmes Macron. Je crois que c'est une cour d'appel dans l'est de la France.